effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute émue de vous retrouver puisque ça fait beaucoup plus qu'un mois que je n'ai pas filmé. Ça doit faire un mois et demi que je n'ai pas filmé, donc se retrouver face caméra, ça me fait tout bizarre. Je vous souhaite une très bonne année, une très belle année, plein de bonheur, la santé, le travail, les amis, etc. Ça fait un peu tard pour le dire, mais voilà, c'est dit. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez été gâtés et que vos bonnes résolutions se passent pour le moment très bien. Je vais vous faire mon petit avis lecture du mois de décembre. Oui, il va bien falloir que je le fasse un jour. Le premier livre est l'inspiration des best-sellers de Anthony Lamacchia. C'est un livre qui est extrêmement court et qui est vraiment très chouette. Là on est sur un bilan très positif parce que déjà l'écriture d'Anthony, je l'apprécie, je la connais déjà. J'ai lu Le Carnaval de Sans Rire, mais également Ils viennent pour nous qui a gagné, rappelons-le, le prix du Frisson Festival. Et j'ai voulu me lancer dans cette petite pépite en lecture commune avec mon chéri et nous avons tous les deux beaucoup apprécié. On va être sur un homme qui perd sa femme et qui va, grâce à une psy, passer par l'écriture pour aller mieux. Et ça va devenir un petit peu une addiction et on va le suivre dans ce parcours d'écriture assez particulier et assez périlleux, puis on va faire des découvertes très intéressantes. C'est un récit, comme je le dis, qui est très court, hein. Vous voyez la taille du livre vis-à-vis de ma main, mais c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé le personnage, le suivre. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais c'était très intéressant de le suivre. J'ai apprécié l'enjeu qu'il y avait derrière, de dire est-ce que si je ne peux plus me passer de l'écriture, est-ce que c'est grave finalement. Toutes les questions autour du deuil évidemment, puisque c'est le sujet principal, un sujet que j'adore, qui est très intéressant. Et je pense aussi que ce qui est bien dans ce livre, c'est que malgré la thématique qui est extrêmement sérieuse et triste, on a quand même une ouverture à de la fiction qui est super sympa et qui est super, comment dire, A few moments later. super divertissant finalement, donc franchement j'ai adoré. Je pense que pour vous donner envie de le lire encore plus, je vais lire une phrase de la 4e de couverture. Un thriller psychologique où complot et illusions morbides constituent la trame d'une quête de vérité pleine de rebondissements. Donc si vous aimez les thrillers et le fait de mettre un auteur en scène dans un livre, moi personnellement j'aime beaucoup, et bien il est fait pour vous. J'ai ensuite lu Reste de Adeline Dieudonné. Alors celui-là je l'ai vu passer sur le compte d'Audrey, Le Souffle des mots. C'est quand même un compte sur YouTube qui est assez connu et qui ne parle pas beaucoup du livre qui m'intéresse, mais là j'avoue j'ai craqué. Au niveau de l'histoire, on va être sur une femme qui part avec son amant dans leur chalet au bord d'un lac en montagne. Et malheureusement celui-ci va décéder sous le choc, de peur de perdre l'amour, et elle va rester avec le corps, elle va garder le corps pendant une période de déni qui est quand même assez forte. C'est donc une histoire qui est particulière, qui est extrêmement glauque. Si vous aimez les livres avec de l'action, alors là je vous conseille absolument pas de partir là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup d'action et qu'on est énormément dans la tête de cette femme, de voir son vécu, du pourquoi, du comment elle est aussi perturbée vis-à-vis des hommes et de l'amour, et ce qui lui passe par la tête dans des circonstances si particulières. C'est super intéressant, c'est super triste, ça m'a mis un coup au cœur, j'ai eu les larmes aux yeux bien plus d'une fois dans ce livre, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier parce que même si, bon, c'est quand même assez rare de garder un corps par déni en fait après un décès, ça parle du déni, et le déni au niveau du deuil c'est quand même un sujet très réaliste. On est beaucoup à avoir perdu un proche, à avoir connu des personnes qui sont dans le déni ou à être nous-mêmes dans le déni pendant une période, donc c'est très intéressant, ça se lit à une vitesse, c'est hallucinant. En plus c'est le personnage principal qui écrit une lettre à la femme de son amant après que tout ça se soit passé pour lui expliquer. Donc il y a cette dimension d'autant plus glauque, hein, attention c'est particulier, parce qu'elle écrit quand même à la femme de son amant décédé, de pourquoi elle a gardé le corps de son amant. Oui c'est spécial, mais j'ai beaucoup aimé, regardez-moi cette couverture. Et en fait cette sensation de solitude que j'ai en regardant la couverture, je l'ai eue en lisant le livre, et j'ai trouvé ça passionnant. Alors la fin, c'est vraiment très étrange ce qui se passe à la fin, j'étais un petit peu perturbée, ça part un petit peu trop dans le mystique pour moi, et c'est là où ça a clapoté selon moi, mais ça reste super intéressant du point de vue de l'histoire. Après cette femme, on plonge dans ses pensées, j'ai pas été d'accord avec
tout ce qu'elle disait. Il y a des fois je me suis dit c'est un peu bizarre ce que vous pensez là, mais je pense qu'on a tous des pensées bizarres et je pense que si on pouvait aller dans la tête des autres on serait vraiment choqués. Et ce livre il montre ça aussi, c'est que des fois on est bizarre mais de l'extérieur on paraît normal. Donc un ovni littéraire, hein, littéralement c'est vraiment très étrange, que je ne saurais vous conseiller si vous voulez plonger dans les méandres du deuil et du déni, et si vous ne cherchez pas un livre avec beaucoup d'action. J'ai également lu Là où les portes sont closes de Dean Koontz. Alors, un petit pocket terreur, celui-ci me faisait particulièrement de l'œil. Au niveau de l'histoire, on va être sur une femme dont la fille et le mari disparaissent en même temps, et du coup on va supposer que le mari a enlevé la fille. 6 ans plus tard, et c'est là que commence le récit, la jeune fille est retrouvée étalée au milieu de la rue comme ça, et le père est retrouvé décédé dans une maison non loin de là. Qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Comment se fait-il qu'on ne les ait pas vus alors qu'ils étaient dans le même quartier que la mère qui a déclaré la disparition? À partir de là, on plonge là-dedans. Alors pour moi, ça n'a pas été non plus un coup de cœur ultime, mais c'était sympa. En fait, c'est un livre d'horreur très sympa. C'est pas incroyable. Enfin, personnellement, ça m'a pas transporté de manière exceptionnelle, mais je le conseille quand même parce que c'était sympa. J'ai trouvé que l'histoire était intéressante, encore une fois, hein, c'est quelque chose de plutôt sympa, disparition, enquête, hein, le classique finalement, mais ça fonctionne, donc ça c'est appréciable. Et l'enfant, quand elle retourne chez sa mère, est profondément traumatisée, ne parle absolument pas, et tout ce qu'elle dit, c'est qu'il faut refermer la porte sur l'hiver. Très intéressant, genre de mystère quand même qui est sympathique comme tout. Et là, ça va aller assez vite, c'est un récit qui va quand même d'action en action, c'est un thriller tout à fait agréable, avec évidemment, vous en doutez, une pointe de fantastique sur les raisons du pourquoi. C'est souvent le cas dans les pocket terror de manière générale, pas toujours mais souvent quand même. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a cette idée qu'on voit souvent chez King, qui est que il y a du mal qui existe, qui est bien au-delà de nous, et j'ai bien aimé les réactions des personnages face à ce mal supérieur qui est absolument terrifiant, et ces personnages qui manquent de tomber dans la folie en découvrant tout ça en fait. Et ça c'est un aspect que j'apprécie pas mal et qui est fort sympathique. J'ai pas grand chose à dire de plus, en fait j'ai passé un bon moment mais ça m'a pas transcendé non plus, donc voilà, si vous aimez l'histoire, pourquoi pas. Il était 2 fois de Franck Tillier, j'ai enfin lu cette suite, il me manquera plus que le 3e tome si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, le premier tome est un roman dans un roman, c'est-à-dire que c'est un roman et Franck Tillier nous explique que ce roman est écrit par quelqu'un d'autre que lui. Et l'auteur du roman qu'on lit est déjà un personnage. Je ne sais pas si c'est très clair. A few moments later. En fait, il écrit un roman qui n'est censé pas être de lui. A few moments later. C'est très compliqué à expliquer. A few moments later. Dans le tome 1, c'est un roman, et par exemple, l'auteur du roman qui est noté à l'intérieur du livre, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est un roman très particulier, très spécial. Faut le lire pour le comprendre. Franchement, c'est dur à expliquer. One eternity later. Ce roman-là, qui est le tome 2, est dans la réalité où le premier tome a été écrit. C'est très compliqué à expliquer. C'est une saga qui est trop compliquée à expliquer. Je vous conseille d'aller voir le compte TikTok que je vous mets là. C'est un pro du Franck Tillier, il y détaille beaucoup d'œuvres, il y détaille beaucoup de projets. Il a parfois les livres en avant-première. Donc foncez voir si vous ne comprenez rien à ce que je dis et que vous voulez découvrir Franck Tillier. Je pense que cette personne est idéale pour vous faire découvrir l'univers sans vous l'expliquer comme une grosse greluche comme je le fais. Pour ceux qui ont compris, restez avec moi, on va y arriver. La version sans spoil, et je vous donne la version spoil juste après. La version sans spoil, c'est que un policier va se réveiller dans une chambre d'hôtel. Sauf qu'en sortant de cette chambre d'hôtel, déjà il y a une pluie d'oiseaux, ce qui est très étrange, on voit sur la couverture. Et en plus il va se rendre compte qu'il est en 2020. Sauf que lui, ses derniers souvenirs remontent à 2008. Oui, il a un trou de mémoire d'autant d'années. Et à partir de là, forcément il va essayer de recoller les morceaux, sachant qu'en 2008, sa fille venait d'être portée disparue et qu'il enquêtait dessus.
Et donc il va devoir revivre le deuil, revivre l'enquête, revivre tout ça, et se rendre compte qu'il avait découvert quelque chose dont il ne se rappelle plus, mais qui est clé dans cette enquête. Donc on va avoir une chasse aux souvenirs qui est très grande. Du coup là on va suivre une enquête de disparition de jeunes filles, et ils vont découvrir que c'est un lien avec ce fameux roman qui est le tome 1. C'est Franck Thillier, bon il écrit très bien, hein, ça ce n'est plus à prouver. Je trouve que son histoire elle est vraiment sympa, elle est tirée par les cheveux mais pas trop, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de complexité mais ça nous perd pas non plus, ça c'est important. Je trouve qu'il arrive à mettre des détails qui nous font froid dans le dos, franchement. Pour du thriller, c'est très sombre. On a vraiment une partie de l'humain qui est détestable et qui est sombre au possible. Et moi, c'est un aspect que j'apprécie beaucoup dans ses œuvres. Et pour le coup, ça ne se lâche pas. Hein. Quand on a lu le tome 1, on se dit mais où est le lien, où est le lien, où est le lien, où est le lien? Et on continue. Et on découvre le lien avec le tome 1 et on se dit ah ouais, purée, c'est super bien fait. C'est super avant-gardiste comme idée, j'aime bien, moi personnellement je n'avais jamais vu ça. Donc je vous le conseille à 200%. Il ne me manquera plus qu'à lire le tome 3 et j'aurai clôturé cette trilogie de Franck Thillier. Premier avis négatif de mes lectures de décembre, on est sur 1793. C'est écrit par Niklas Natt Ok Dag. J'ai vu beaucoup de choses passer dessus. J'ai vu que c'était une trilogie, me semble-t-il, avec 3 tomes avec chacun leur date. Et ça m'intriguait beaucoup pour le coup. Donc je me suis procuré le 1 sur Vinted il y a fort longtemps. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été une réussite. On est à Stockholm en 1793. Et c'est la misère, il y a eu un énorme ouragan. C'est la misère, c'est la débauche, c'est une catastrophe. Quand un corps est retrouvé dans un lac absolument pollué au possible, personne ne va s'en préoccuper, sauf 2 enquêteurs qui vont se lancer à la poursuite d'un mystérieux meurtrier. L'idée est trop bien, l'idée est trop bien, le contexte historique est super intéressant, l'idée est bonne. Qu'est-ce qui a planté, me direz-vous? Eh bien, on a des ellipses dans le récit, on a des coupures dans le récit où on part totalement sur d'autres personnages sans comprendre rien de ce qu'ils ont à faire là. Moi personnellement ça m'a beaucoup perturbée. Je ne comprenais pas pourquoi on passait d'un personnage à l'autre sans que ça nous apporte strictement rien au récit. Je n'ai pas compris. Je pense que je l'aurais découvert en finissant le livre parce que je ne l'ai pas fini finalement. Mais j'en pouvais plus. On nous envoie à droite à gauche sans nous expliquer à quoi ça sert. Des fois on peut avoir des coupures dans des romans où on nous renvoie à droite à gauche, mais c'est intéressant parce que c'est formulé de façon à ce qu'on soit là, oh mais qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Là non. Là j'avais juste envie de me dire mais rendez-moi le récit principal, renvoyez-moi avec nos 2 enquêteurs, je ne comprends pas. Et ça m'a énervée. Donc j'ai arrêté le livre. Franchement ça m'a super énervée, je n'y arrivais pas. Donc bah il va partir sur Vinted. Peut-être qu'il plaira plus à d'autres. Vous voyez, il m'a tellement perturbée que je l'ai lâché. Peut-être qu'il plaira plus à d'autres. Je vous invite à aller voir les avis positifs. Mais moi ça l'a pas fait du tout. C'est pas mauvais du tout, l'écriture est pas mauvaise, mais j'ai trouvé qu'il y avait des trop grosses longueurs. C'est ce qui me perturbait. Celui-ci on me l'a offert, vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé de commencer par celui-là parce qu'il y a plusieurs tomes et c'est écrit par Patricia Daré qui est une médium qui a fait plusieurs livres. Celui-ci se nomme Il y a quelqu'un dans la maison parce que ça parle des possessions, des entités dans les maisons, etc. Donc elle nous fait des généralités au début du livre et après, elle nous explique des cas précis pour essayer de nous amener à comprendre les choses essentielles dans ce domaine-là. J'ai bien aimé. Je suis peu réceptive à ce genre de choses, mais justement, j'étais super intéressée parce que je voulais découvrir tout ça. Ça m'a ouvert l'esprit sur plusieurs choses. Je dis pas que j'ai complètement changé d'avis, je dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas, mais c'était intéressant et je pense que qu'on y croit ou pas,
ça peut être intéressant. Bien sûr, si vous êtes un sceptique à fond, les ballons vraiment fermés, bien évidemment ça ne vous plaira pas. Si vous êtes curieux comme moi, bah, ça peut être intéressant. Et alors si vous adorez ce genre de domaine, bah, je pense que là c'est du pain béni, parce qu'elle vous explique vraiment beaucoup de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'à des moments elle va dire oui mais ceux qu'on appelle un petit peu les fous, bah ils font ça, mais moi c'est pas comme ça que j'agis. En fait elle fait une comparaison, et je pense que du coup le livre est aussi dédié aux sceptiques, parce qu'elle va venir dire aux sceptiques qui sont en train de la lire, oui bien sûr je sais ce que vous pensez, mais regardez la différence entre quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et moi. Et en faisant cette comparaison là, elle donne plus de crédit à sa parole et à ce qu'elle dit dans ce livre. Donc ça c'était fort sympathique, j'ai bien aimé. Après les cas c'était très divertissant, si c'est vrai c'est impressionnant, si c'est faux c'est intéressant quand même. Après voilà, c'est une dame qui a quand même cherché à se légitimer, et je pense qu'elle a réussi dans le sens où voilà, elle est passée avec le grand JD, elle a fait plein d'interviews, elle a écrit plusieurs livres, donc je pense que c'est l'une des personnes dans ce domaine-là qui arrive à le plus faire parler et à se donner un petit peu de la légitimité, ce qui est fort sympathique. Je lirai les autres avec beaucoup de curiosité, et mon esprit ne reste pas fermé. J'ai même mis des post-it, mes post-it Garfield que j'ai eu à Noël par ma belle famille. Ils sont trop beaux. Celui-ci j'avais trop hâte de vous en parler, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je l'ai reçu au mois d'octobre par ma maman. Et alors le titre, le petit guide Lonely Planet de la mort, et en blanc là, un petit que vous ne pouvez pas lire, un tour du monde des rites funéraires pour mieux comprendre les vivants. J'adore. Donc la couverture s'il vous plaît, c'est trop flashy, j'adore, c'est trop beau. Donc merci à ma maman de me l'avoir offert. Voilà, je l'ai dit en lisant la phrase, mais ça va parler des différentes cultures funéraires, des différents rites funéraires à travers le monde. Et là je trouve ça vraiment trop chouette, c'est illustré, ça passe dans tous les coins du monde, c'est super intéressant, j'adore. On va aller en Irlande, on va aller au Congo, on va aller en Corée, on va aller mais partout, franchement c'est super intéressant, j'ai adoré. Vous voyez il y a des illustrations, et là il s'agit de la fête des morts au Mexique, c'est trop intéressant. Là on a les plaques funéraires toutes colorées, en Roumanie c'est juste trop beau, ils mettent plein de couleurs, il y en a qui dansent en fait le jour des enterrements. Ça aussi je trouvais ça super intéressant, parce que en France en l'occurrence souvent on va pleurer, on va être triste, mais il y en a qui dansent, voilà. Personnellement ma partie préférée c'est sur les ossuaires, je suis fascinée par les ossuaires, je trouve ça incroyable. Donc il parle de la crypte de Paris, des catacombes de Paris, il parle aussi de, voilà, des ossuaires en fait qui ont été redécorés. Au lieu de laisser les os s'entasser en pile, ils ont décidé de faire des décorations avec. Je trouve ça fascinant et très beau. Bon après c'est très personnel, je vais pas m'amuser avec des os qu'on soit bien d'accord, mais je trouve ça beau à regarder. Corée en fait ils brûlent les morts, et en fait ils en font des petites billes de verre, ça je ne savais pas, et ça permet de faire un gain de place, puisque on est ni avec les cendres dans des grosses boîtes, ni avec les tombes etc. Là vraiment les gens emportent les billes de leurs proches avec eux. C'est une alternative que je ne connaissais pas. Et ça parle encore de tout un tas d'autres choses, il faut vous procurer pour le lire. C'est vrai que c'est un ouvrage qui est un petit peu coûteux, parce que vous voyez que c'est un format particulier, mais c'est super intéressant, les illustrations sont top, il y a plein d'anecdotes, je trouve que c'est super bien expliqué. Franchement je vous le conseille à 2000%. J'ai passé un super bon moment, j'ai appris beaucoup de choses, donc allez-y. Là on est sur un tome 2, l'ogre, tome 2. Je me suis enfin lancée dans la suite. Le tome 1 racontait l'histoire d'un réseau de pédos, et on suivait des enfants qui étaient malheureusement tombés dans ce réseau, et les familles et un détective privé qui leur courait après, avec une police qui ne les croyait pas. Tout ça dans un contexte de quartier et de banlieue, avec des familles brisées qui vont essayer de s'entraider, mais qui parfois vont passer par l'hostilité malheureusement. Tome 2, la suite. Ce réseau n'ayant pas été démantelé en entièreté, parce que c'est extrêmement difficile, et bien là on va continuer à suivre ce réseau, et cette fois-ci c'est encore plus horrible ce qui va se passer. C'est un éducateur spécialisé
donc quelqu'un qui travaille avec les enfants, qui va se retrouver coincé là-dedans. Et alors là, c'est affreux, c'est horrible. Là, on va assister à la création d'une personne absolument horrible. Alors déjà de base je l'aimais pas trop parce qu'il se promenait dans la rue au début, puis il était là, oh c'est absolu, je vais me marier, puis il faut que je lui achète des trucs, puis c'est absolu, bah te marie pas alors. J'ai un enfant mais j'arrive à être saoulée de ma femme. Déjà je suis partie du postulat qu'il m'énervait un petit peu, mais c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Mais bon voilà, hein, il est là à râler de devoir se marier, bah dans ces cas-là il fallait pas la demander en mariage. Ou si c'est elle qui a demandé, il fallait dire non. Et il va se faire entraîner, il va y avoir du chantage, particulièrement horrible parce qu'à la base, en fait, il était un peu là au mauvais moment, au mauvais endroit, et que lui, il essayait d'aider une famille, alors qu'en vérité, bah voilà, il s'est fait avoir, donc c'était un peu horrible. Mais ce personnage, on va le suivre du coup dans ce réseau d'enfants, qui va se dire, oui, mais j'ai pas le choix, oui, mais ce que je le fais pour le bien de ma famille. Il trompe sa femme et il se drogue pour le bien de sa famille. Alors je veux bien croire qu'il en fasse un minimum pour le bien de sa famille, mais là quand même non, ça m'a un peu énervé, ça m'a un petit peu énervé. Donc l'écriture est sympathique, c'est pas la plus belle écriture que j'ai vue, encore une fois je pense que je l'ai déjà dit pour le premier tome, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, néanmoins c'est pas moche ni désagréable, ça va à l'essentiel, c'est sympa, mais là j'ai été déçue. Alors le tome 1 m'a tellement perturbée par sa violence et son réalisme, parce que toutes les scènes y sont, que j'avais peur pour le tome 2. Autant le tome 2 j'étais un peu moins choquée parce qu'il y a moins d'enfants qui sont mis en scène, on est vraiment autour de cet éducateur spécialisé spécifiquement, même s'il y a des scènes avec des enfants parce que ça reste le sujet du livre. Mais ce qui m'a embêtée, c'est que au début du livre ça va un chouille trop vite et à la fin du livre c'est d'une lenteur absolue. Il y a un problème de rythme dans cette œuvre qui m'a beaucoup perturbée, où des fois je me suis dit ça va un peu trop vite, et d'autres fois il aurait pu passer plus de temps. Ça m'a embêtée, ça m'a chagrinée. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, le personnage principal m'a légèrement agacée. Donc voilà, ça m'a un petit peu embêtée. Mais ça reste sympa. En fait, je suis mitigée parce que je trouve vraiment que le tome 2 n'est pas du tout au niveau du 1. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas du tout exceptionnel, selon moi. Donc, comme j'aime me faire souffrir, je vais quand même aller lire le tome 3. J'avais dit que le 2 serait décisif pour savoir si je continue la série. Bah du coup non. Je vais lire le tome 3. On dit que le 3 sera décisif. Si le 3 est mauvais, j'arrête et je revends. Si le 3 est bon, je garde et je continue. C'est acté, c'est sur YouTube. Pour finir, j'ai lu 1974 de Arnaud Codeville. Celui-ci, ça fait longtemps que j'attendais de le commencer. Je l'ai acheté au Frisson Festival d'il y a 2 ans. Au niveau de l'histoire, on va être sur une maison qui est brûlée volontairement, c'est-à-dire que quelqu'un a fait venir les pompiers, a été voir la police pour dire je veux brûler ma maison, je veux qu'elle disparaisse. Dans la 4e de couverture, vous n'en savez pas plus que ça. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison qui brûle. Vous savez qu'il y a un homme qui regarde la maison brûler et qui est très content qu'elle brûle, et que la plupart des habitants qui sont venus voir sont contents qu'elle disparaisse parce que beaucoup de légendes couraient dessus. En gros, vous savez ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi maintenant, je vais vous dire, c'est un roman d'enquête, c'est un thriller qui est, ma foi, fort intéressant. J'ai beaucoup accroché, et pourtant, le personnage principal, parfois, je ne l'ai pas apprécié parce qu'il a beaucoup de défauts. Mais on voit qu'au fil du roman, il va passer par des phases où il va sombrer dans ses pulsions, dans son égoïsme, où il fait des erreurs qui sont catastrophiques, les conséquences sont juste énormes. Et en même temps, on voit qu'à des moments, il se dit « Non, je ne vais pas faire cette erreur-là, je vais m'améliorer ». Et ça arrive vraiment à la toute fin, la grosse amélioration, mais on est quand même sur un personnage qui se remet en question, et ça fait plaisir. Après, franchement, il est quand même difficile à vivre, parce qu'il emmène des gens dans des situations risquées, et après, il est triste que ces personnes, il leur soit arrivé des choses. Je ne peux en dire plus. Ça m'a beaucoup énervé quand même. Il me dit, il emmène des gens, il dit « Non, non, vous inquiétez pas, j'ai besoin de vous, mais c'est pas dangereux. » Vu ce qui arrive à ces gens, voilà.
Donc il a tendance à attirer le danger quand même, ce jeune homme. Mais voilà, c'était très intéressant, j'ai bien aimé courir avec lui à la pêche aux indices, j'ai adoré découvrir ce qu'il y avait derrière ce côté fantastique et effrayant. Là on a des bonnes grosses scènes d'horreur assez classiques, avec du fantôme, avec du sang et avec des screamers. Parce que oui, même si c'est un livre, il y a des fois ça nous tombe sur la tête, c'est effrayant. Donc, fort appréciable. C'est un pavé, mais ça se lit quand même relativement vite. Je me rappelle que je l'ai dévoré assez vite. C'était super agréable. Donc voilà, franchement je vous le recommande à 2000%. Il y a écrit science-fiction sur Babelio, c'est totalement faux, c'est pas de la science-fiction, c'est du fantastique. Mais voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce qui se passe, pourquoi cette maison a brûlé, pourquoi cet homme est heureux qu'elle ait brûlé, il faut lire le livre. Préparez-vous, moi ça m'a fait verser quelques larmes, j'étais triste à des moments, et en même temps on est sur une belle fin, ce qui n'est pas représentatif de La Tour de Sélénite, que j'ai lu de lui, où on est sur une fin juste qui m'a brisé le cœur, je suis encore brisée. Là on est sur du positif, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé l'idée, il y a le thème de la temporalité aussi qui est abordé, qui est très intéressant. Donc voilà, pour voir un personnage se remettre en question, c'est fort sympa. Eh bien, Les Petits Effroyables, voilà pour moi. C'est un avis lecture relativement court, je trouve. Je pense que j'ai du mal aussi à me remettre dans le bain, à reprendre la caméra, à reparler comme avant. Et il y a aussi le fait que ces lectures, je les ai lues au mois de décembre, et il y a un petit souci avec ça. Au mois de décembre, j'ai eu une perte de motivation énorme vis-à-vis de la lecture et des réseaux. C'est pour ça que je n'ai pas posté pendant longtemps. Et j'ai eu des examens qui étaient assez compliqués à passer. Voilà, des examens d'école, de fac, enfin de fac, d'études en fait. Et j'ai tellement tout misé sur ces examens, pour vous dire, je révisais entre Noël et l'an, hein, et le jour du nouvel an, j'ai révisé un petit peu et tout et tout. Voilà, hein, j'ai passé des fêtes un petit peu dans les cours, et je n'ai pas tenu à jour mon carnet de lecture. Il est vrai que du coup, pour faire mes chroniques, c'est plus compliqué. Je pense que vous l'avez ressenti, je bégaye un peu plus, je cherche mes mots, j'ai moins de choses à dire, mais ce mois de janvier 2025, j'ai bien évidemment refait mon carnet de lecture, donc les prochains updates lecture seront un peu plus agréables, je pense. En tous les cas, j'ai réussi mes examens et ça, j'en suis très heureuse. Maintenant, on ferme ce chapitre, on recommence à réviser pour les prochains, et surtout, je recommence à vous faire du contenu, mes petits effroyables, ne vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à la prochaine les effroyables.